L'euro va disparaître ou pas? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Est-ce que l'euro va disparaître? Peut-être à court terme, peut-être à moyen terme, peut-être à long terme. Est-ce qu'il ne va pas disparaître, mais il va être remplacé? Est-ce qu'il va avoir un nouveau euro? Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va se passer des choses dans les mois, dans les années à venir. Je vois ça quand même à long terme. Donc, commençons par les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les devises comme l'euro ou le dollar, sont vouées à disparaître, point d'interrogation. Et je pourrais même carrément l'enlever, ce point d'interrogation. J'ai lu un article sur achèteror.fr qui nous dit, je cite, il y a eu plus de 3400 monnaies fiduciaires comme l'euro et elles ont toutes échoué. Selon un article du washingtonblog.com, je cite, l'espérance de vie moyenne d'une devise papier est de 27 ans. 27 ans. Vous savez, quand l'euro a été créé, eh bien, l'euro, si vous le savez ou pas, a été créé en 2001-2002. Donc, si on rajoute 27 ans à 2001-2002, on arrive à 2029. Donc, ça veut dire que d'après cette moyenne de durée de vie d'une devise, eh bien, ça veut dire qu'en moyenne, il est possible que l'euro meure en 2030 pour faire simple. Après, ce n'est pas une science infuse. Ça peut être 10 ans de moins, 2020, ou 10 ans de plus, 2040. Hein. C'est une moyenne avec un écart type relativement assez grand. Mais pour vous dire que, eh bien, de toute façon, les monnaies sont vouées à disparaître. C'est comme ça, c'est naturel. Il n'y a pas de choses graves ou de pas graves. C'est juste l'évolution, c'est, j'ai envie de dire, la destruction créatrice. Il y a juste une monnaie que vous connaissez sûrement qui a duré des centaines d'années, c'est le livre sterling, qui a duré exactement 317 ans. Parce qu'aujourd'hui, elle est toujours vivante, même, cette monnaie. Donc, cependant, son succès est quand même relatif parce que la livre sterling valait à sa création 12 onces d'or. Donc, aujourd'hui, malheureusement, elle n'en vaut plus que 1/200 ou 0,5% de sa valeur initiale. En d'autres termes, la monnaie qui a historiquement le plus réussi a perdu, accrochez-vous bien, 99,5% de sa valeur. Donc, compte tenu de ce bilan indéniable, sur le long terme, les chances de survie de toute monnaie papier chutent à zéro. Donc, c'est naturel. L'euro va mourir et c'est pas grave. On ne sait juste pas quand, ça peut être dans les mois, dans les années ou dans des dizaines d'années à venir, mais c'est l'évolution normale. Avant l'euro, il y a eu quoi? Il y avait, bon, bien avant, il y avait l'ancien franc. Après, on a connu le franc. Moi, j'ai connu le franc. Vous avez sûrement connu le franc. Eh bien, il est mort. Il a été remplacé par l'euro. Est-ce que c'est grave? Non. C'est juste le cycle de la vie. Et c'est possible que dans les années à venir ou plus, eh bien, cet euro soit remplacé par quelque chose d'autre. Et c'est la question au final à laquelle on va répondre aujourd'hui pour se projeter dans l'avenir et savoir, eh bien, comment se prémunir de ce qui peut se passer. Voilà, donc pour preuve, un super graphique qui nous dit qu'en 27 ans, eh bien, les devises fiduciaires, l'euro par exemple, vaut plus rien. Et par contre, l'or, lui, en 2600 ans, lui, vaut toujours quelque chose. Il garde sa valeur. Encore pour preuve ici, si on compare eh bien, la même unité d'or à des devises, donc avant, à l'époque, eh bien, elles gardaient leur valeur. Et vous voyez que l'euro, il est en gris ici. Eh bien, l'euro, il tend à avoir une valeur de 0 au fil des années. Donc, elles sont vouées à disparaître. C'est pour ça que j'enlève le point d'interrogation à cette question. C'est un fait, c'est comme ça, sauf exception. Et de toute façon, si elles ne sont pas vouées à disparaître, elles tendent à toucher le zéro. Donc, à ne plus valoir grand-chose, voire rien du tout. Passons au point suivant. Les preuves des menaces actuelles déjà sur nos devises. Donc, c'est-à-dire que là, on ne parle plus de dans 10 ans, mais on parle de maintenant. Les menaces qui existent déjà aujourd'hui. Eh bien, ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, économiquement parlant, j'ai envie de dire, c'est la crise du Covid.
puisque depuis la crise des subprimes en 2008, économiquement, la France et l'Europe, et même, j'ai envie de dire, beaucoup de pays du monde, étaient mal. Donc, c'est-à-dire que la croissance chutait depuis 2008 et l'endettement augmentait. Et là, la crise c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Puisque, eh bien, toutes les activités économiques se sont arrêtées et en même temps, eh bien, tout le monde s'est endetté. Et on a posé, il y a une étude IFOP qui a été créée en fin mai 2020 sur un échantillon de 1005 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus. Et dans cette étude IFOP, eh bien, on leur a posé une question. Selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande menace de votre pays? Et ils avaient deux choix de réponse. Soit c'était le Covid, la plus grande menace de notre pays, soit c'était la crise économique. Et donc, fin mai 2020, sur cet échantillon de 1000 personnes représentatives de cette population, eh bien, il y a 21% qui disent que eh bien, c'est le Covid la menace, mais il y a 79% qui disent que la menace aujourd'hui, c'est plus trop le Covid, mais c'est surtout son impact qu'il a eu dans notre économique et les gens ont peur du coup de la crise économique. Donc l'épreuve que eh bien, l'euro va encore moins bien à cause de cette crise, eh bien, c'est le titre de cet article, Zone euro, : chronique d'une mort annoncée. Donc, il y a Jean-Yves Archer, analyse et décrypte la stratégie et les mesures annoncées par les banques centrales européennes face à la crise du coronavirus et son impact sur l'économie et la zone euro. En l'occurrence, il nous dit que l'État a été contraint d'engager une politique dite contracyclique en injectant des milliards afin de soutenir la trésorerie des TPE et des PME, et pas que d'ailleurs, d'accorder aussi des majoratoires sur les charges sociales. Donc des majoratoires, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de décaler l'échéance à payer. Donc ils ont dit aux entreprises de ne pas payer maintenant, mais vous pouvez payer plus tard. Donc c'est ça les majoratoires. Et aussi, il y a des dégrèvements fiscaux qui ont été faits. Et les dégrèvements fiscaux, eh bien, c'est tout simplement ne pas payer ses impôts. Donc, de plus, pour un coût encore inconnu, l'État assume le coût du chômage partiel qui vise désormais 450 000 personnes et tout ceci pour une durée, elle aussi, indéterminée. Donc, en gros, on nous dit ici qu'on ne sait pas combien on va payer, mais ça va être pour énormément de personnes, donc énormément de milliards, et on ne sait pas pendant combien de temps. Est-ce que eh bien, ce chômage partiel, l'État va le payer encore 2 semaines, va le payer encore 2 mois, 3 mois, ou toute l'année 2020, ou même plus? Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a un engagement de plusieurs milliards illimité pour l'euro. Et ça, c'est pas bon pour l'euro. Et c'est ce que je vais vous parler dans un instant, puisqu'en plus, la Banque Centrale Européenne a décidé d'injecter, il y a de ça quelques semaines, 750 milliards via le PEPP, c'est le programme d'achat d'urgence pandémique, pour lutter contre les effets immédiats de la crise financière. Et en plus, ces 750 milliards viennent s'ajouter aux 150 milliards qui ont été injectés encore les semaines passées. Donc, en gros, ces milliards qui ont été injectés, non seulement dans le monde réel, c'est-à-dire aux entreprises, c'est-à-dire aux salariés, ça a été aussi injecté dans le monde virtuel, dans le marché financier, pour soutenir l'économie. Donc ça, c'est bien, ça a eu un impact sur le court terme. Ça a évité que eh bien, des gens se retrouvent sans argent chaque mois. Ça a évité que des gens se trouvent sans chômage, sans cotisation, on va dire. Et ça a évité que des entreprises fassent faillite, etc. Ça a évité aussi que le CAC 40 se casse la figure à zéro et qu'il y ait une crise boursière en plus de tout ça. Donc, ça a maintenu le monde économique aussi bien réel que aussi bien virtuel. Mais le souci, c'est que tout ça, le monde réel et le monde financier, est sous perfusion. On ne peut pas injecter comme ça des milliards indéfiniment. C'est positif sur le court terme, ça évite que tout le monde fasse faillite et soit à la rue. Mais sur le long terme, c'est pas possible. Donc, c'est ce que nous dit l'article ici. La valeur intrinsèque de l'euro est en danger. Que nul ne s'y trompe.
on n'émet pas près de 9% du PIB de la zone euro en dette, y compris à court terme, sans mettre en jeu la confiance des opérateurs locaux et internationaux qui savent déjà que l'euro n'a pas réussi depuis sa création à devenir une monnaie de réserve. Lorsque le temps sera venu de faire les comptes et de partir de l'avant, c'est-à-dire après la crise et qu'on va compter les morts, entre guillemets, non pas du Covid, mais du côté économique, notre continent va se heurter au même problème que lors de la première crise de l'euro survenue, eh bien, il y a 10 ans, c'était en 2009-2010. Il y aura la ligne des inflexibles qui exigeront des plans d'austérité, c'est-à-dire que, eh bien là, le gouvernement va dire, bah, du coup, on va augmenter les impôts pour éponger le déficit et les dettes. Ou à l'opposé, eh bien, il y aura ceux qui vont militer pour une trajectoire saine, mais graduelle des finances publiques afin de respecter les délais de rééducation fonctionnelle de nos économies fort endolories. Et là, cet article, j'aime bien comment il finit avec cette belle image. Il nous dit « Européens convaincus, j'espère que le chat de l'aiguille permettra à notre monnaie de survivre, mais une once de lucidité me charge d'une tonne de doutes. Depuis les 2 mois où il y a eu la crise du Covid, l'euro est une espèce menacée, voire en début d'extinction, tel un gibier craintif. » J'aime bien comment il parle, ça me fait rire. Donc pour résumer, de toute façon, les monnaies sont vouées à disparaître, c'est comme ça, c'est la réalité des monnaies papier. Ensuite, il y a déjà des menaces parce que le Covid a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et puis, comme ils ont imprimé des milliards, c'est cool sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne peut pas durer et ça va mal finir, peut-être via des campagnes d'austérité ou pas, mais tout dépend de ce qui peut se passer à l'avenir. Ça, on ne peut pas savoir s'il va y avoir une inflation, ce que je pense moi, ou une déflation. Tout dépend de comment l'avenir va se dérouler. Mais ça vous donne quand même des pistes de ce qui peut se passer. Si vous souhaitez savoir eh bien, comment investir dans ce monde des crypto-monnaies, et en l'occurrence le Bitcoin, et d'autres crypto-monnaies qui sont aussi d'ailleurs plus rentables que le Bitcoin, eh bien, je peux vous aider. J'ai créé une formation gratuite pour ça en 5 vidéos. Vous avez un lien sous cette vidéo. Vous allez sur fructify.io/KDO. Vous avez le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous, marquez votre prénom et votre email. Et je vous partagerai cette série de 5 vidéos qui vous expliquera eh bien, pourquoi c'est l'opportunité d'investir aujourd'hui, selon moi. Dans quelle crypto-monnaie investir? Je vous partage mes crypto-monnaies favorites qui ont une super performance. Je vous dis comment investir dans les crypto-monnaies de façon simple, quand on est débutant, qu'on n'a aucune connaissance, qu'on n'a pas de temps, et en automatique, et avec le maximum de rentabilité, même quand on est débutant. À très bientôt. Ciao.